Alors, je dois vous faire un aveu quand même en commençant, c'est que j'ai découvert ce matin le titre de mon intervention. Voilà. Donc, je ne peux pas faire comme si ce titre n'existait pas, donc je vais en dire quelques mots. Et je vais peu parler de ce dont il s'agira. Donc, le titre qui m'a été proposé, imposé, suggéré, insufflé, y a-t-il encore une place pour l'éthique dans une communauté de robots? Eh bien, je réponds oui, hélas, hélas. Je crois que pour une acception minimale, minimaliste de l'éthique, eh bien, c'est possible. Il est possible d'imaginer une éthique pour une communauté de robots, mais précisément pour une acception minimale. Mais je crois, et ça sera quand même au cœur de mon intervention, que nous sommes dans un contexte où nous bousculons tellement le langage, les mots, que nous pouvons, au fond, faire passer à peu près n'importe quoi. Regardez, vous parlez, comme moi, de plus en plus d'objets intelligents. Ça ne vous fait pas mal d'accoler le concept d'intelligence au concept d'objet. De même, j'ai des collègues, quelquefois amis, qui travaillent sur la conscience artificielle. Ça ne leur fait pas peur d'accoler artificiel à conscience. Donc on est dans un contexte de déflation sémantique assez généralisée. Et du coup, l'éthique, pourquoi est-ce qu'elle ne s'appliquerait pas à une communauté de robots? Alors qu'est-ce que ce serait une communauté de robots? J'avoue que j'ai découvert cette possibilité de la communauté de robots il y a déjà une bonne vingtaine d'années. J'étais chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée de l'École polytechnique. Je voisinais avec Francisco Varela, grand biologiste et spécialiste de sciences cognitives, qui est mort il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et pour Francisco, il allait de soi que on pouvait imaginer un système qui agencerait des dispositifs capables d'autorégulation, d'autopoïèse, et cet agencement de dispositifs capables d'initiative, puisqu'ils sont cybernétiques, pouvait, à un moment donné, réaliser un équilibre qui pouvait être traduit en termes, pourquoi pas, d'harmonie. Et du coup, on aurait une définition de l'éthique qui est acceptable, qui consistant à dire, en gros, que ce qui permet d'assurer l'équilibre des relations entre des entités individuelles, eh bien, cela peut être appelé éthique. Et de ce point de vue-là, on peut appliquer l'éthique, évidemment, aux humains, mais aussi à des organismes vivants, à des insectes, les insectes sociaux, et pourquoi pas à des artefacts autorégulés, autopoïétiques. Donc, oui, je réponds que, de même qu'on a amoindri le concept de conscience ou le concept d'intention, puisque là, vous voyez bien que nous mouvons là dans un espace où l'éthique est pensée en termes de couplage structurel entre des entités individuelles, et on n'a pas besoin du concept de conscience, on n'a pas besoin du concept d'intention pour parler d'éthique. Et vous savez, en sciences cognitives, on s'est débarrassé quand même très très vite du concept de conscience. On a commencé par dire, vous les philosophes, vous n'avez jamais été fichus d'expliquer ce que c'est que la conscience, donc laissez-nous nous donner une conception. Et pour les sciences cognitives, la conscience, minimalement, c'est le fait pour un organisme ou pour un dispositif d'être capable de faire attention à soi. Une mouche est consciente, puisqu'elle est capable de faire la distinction entre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Elle est capable de poser une frontière et de réagir en fonction de cette frontière.
Donc, être capable. Bon, et puis l'aspirateur, tout à l'heure, que nous montrait Alexei, bon, il est parfaitement conscient. Hein. Il se cogne 4 fois dans le pied de la table, et puis la 5e fois, il contourne le pied de la table. Bah, n'importe quel nourrisson fait la même chose. Hein, et on n'hésite pas à dire du nourrisson qu'il est conscient. Bah, il faut dire aussi du robot aspirateur qu'il est conscient, en ce sens qu'il est capable de déployer cette aptitude à faire attention à soi. Quant à l'intention, puisqu'on a toujours l'impression qu'il faut de la conscience et de l'intention, savoir qu'on fait ce qu'on fait pour être dit conscient et par conséquent être éthique et moral, a fortiori, là, l'intention, il y a longtemps que dans les sciences cognitives, on s'est débarrassé du concept, hein, au motif que le libre arbitre est devenu notoirement une illusion, hein, dont on s'est débarrassé. Nous ne sommes jamais que le résultat du fonctionnement de notre cerveau. Ça ne va pas plus loin. Bon, je dis les choses là de manière un petit peu chaotique, mais vous voyez, si vous définissez l'éthique en termes d'harmonie entre des relations, en termes d'homéostasie, si vous voulez, et d'équilibre mobile, eh bien, pourquoi pas répondre tout à fait positivement à la question. Oui, il y a encore une place pour l'éthique dans une communauté de robots. Essayons simplement de nous garder d'être ces robots, peut-être, hein, mais voilà. Donc ça, c'était mon commentaire, si vous voulez, sur ce premier... sur ce titre que je ne traiterai pas. Hein, mais je ne vais pas évidemment m'en tenir là. Moi, je ne pense pas que l'éthique soit réductible à la caricature que je viens de donner. Je pense comme Francis Wolff, que l'éthique a à faire avec une conception dialogique, que les machines ne sont pas capables d'incarner. Ce que je vais évoquer, et c'est là où peut-être mon propos quand même traitera en partie les promesses de ce titre, je vais parler des robots en tant qu'ils nous apparaissent peut-être aujourd'hui comme l'emblème d'une espèce de désymbolisation, c'est-à-dire de réduction à l'élémentaire de l'humain. Je crois que le maître mot de notre temps, c'est la désymbolisation. Et c'est ça que je voudrais observer. Mais je ferai également une petite remarque concernant le titre général de cette journée, philosophie et éthique. Quelles interactions ? Je le ferai en évoquant ma surprise le jour où j'étais étudiant, il y a quand même pas mal de temps maintenant, et j'avais comme professeur Alexis Filonenko, qui était un grand commentateur de Kant. Et je lui disais que j'avais envie de faire de la philosophie politique. Et il s'est presque fâché. Il m'a dit, mais de quoi vous parlez ? Philosophie politique ? Ça n'existe pas, la philosophie politique. Ça n'existe pas. Et bon, il s'était peu étendu sur le sujet, mais le fréquentant suffisamment, j'avais compris ce qu'il avait dans la tête. Pour lui, toute philosophie était forcément pensée de l'intersubjectivité. Il n'y a pas de philosophie qui ne soit une pensée de l'intersubjectivité. Toute philosophie étant cela, est a fortiori politique, puisque elle a affaire à quelque chose comme la recherche d'un sens commun ou d'un sensus communis, etc. Eh bien, je dirais qu'il en est peut-être de même aujourd'hui. Hein. Philosophie et éthique n'ont pas lieu d'être distinguées, parce que je pense que toute philosophie est pour une grande part, interrogation sur le bien en vertu duquel les humains orientent leur communauté. Elle est donc, toute philosophie est forcément, je pense, éthique. Hein, et c'est en ce sens où j'enclencherai mon propos en disant que bon, l'éthique à la représentation de l'éthique à laquelle j'adhère est de l'ordre du sens commun, précisément. Je crois que l'éthique appelle le lien. Quand
quand on analyse le concept d'éthique, on trouve le concept de lien, lien avec les autres, lien avec l'environnement. Hein. Et en ce sens, l'éthique fait appel ou fait signe vers le tiers commun. Par exemple, l'idée d'un bien, l'idée d'une cause, l'idée d'un idéal. Donc, l'éthique, c'est le questionnement sur le lien en tant que ce lien requiert en quelque sorte la position de ce tiers commun. Et le symbole, en ce sens, exprime bien ce tiers commun. Ce fameux symbolon, ce vase coupé en deux, qui sert d'élément de reconnaissance à deux parties, il est bien ce tiers commun qui permet la reconnaissance entre deux entités individuelles, en l'occurrence deux humains. Donc voilà, je mets en place l'éthique, le lien, le symbole, et ce que je voudrais examiner maintenant, c'est ce qu'il en est aujourd'hui du symbole. Et je pense que nous sommes dans un contexte de désymbolisation, comme je le disais, et c'est ce contexte de désymbolisation qui nous conduit à poser la question du devenir de l'éthique. Que reste-t-il quand le symbole s'efface ? Que reste-t-il quand le symbole n'est plus reconnu ? La raison est simple, la réponse est simple, il reste le face-à-face. Faute de ce tiers commun, on est dans le face-à-face, on est dans le sans médiation. Et le sans médiation nous expose à la violence, nous expose à la folie, à l'enfermement sur soi, en soi. Je crois que c'est de cela qu'il faut peut-être parler. Nous sommes, sans doute, dans une époque où nous prospectons le sans médiation. Nos technologies sont des technologies qui cherchent à écraser la médiation, à instaurer le face-à-face, d'une certaine façon, qu'on l'appelle binaire ou comme on voudra, on est en tout cas dans ce contexte. Alors voilà, le maître mot de notre temps, c'est cette désymbolisation, c'est-à-dire cette déliaison qui rend flagrante l'absence du symbole. Nous sommes dans un contexte qu'on décrit volontiers en disant que nous avons perdu la référence structurante qui donnait cohérence et consistance à l'individu et au groupe social. Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser nécessairement un passé mythique, mais je crois que là, bon nombre d'analyses commentent bien cette disparition de la référence structurante. Pour ma part, j'ai séjourné quelques années dans les œuvres de Tocqueville, et Tocqueville est un penseur qui nous donne justement à formuler cette disparition de la référence structurante. Tocqueville oppose l'Ancien Régime et la démocratie, en montrant que finalement ce que nous perdons de l'Ancien Régime avec la démocratie, c'est précisément la perte du lien générationnel, par exemple, l'individualisme nous conduisant à une manière d'atomisation. Nous perdons la croyance dans une transcendance verticale et qui pourrait servir de commun, et la démocratie, qui est un mouvement irrésistible pour Tocqueville, c'est l'avènement d'un individualisme de plus en plus angoissé parce qu'il n'a plus ces références structurantes que garantissait l'Ancien Régime. Je crois que la désymbolisation, c'est ce phénomène structurel que connaissent les démocraties et qu'accélèrent vraisemblablement les technologies dont je serai amené à parler. Au fond, le seul symbole qui nous reste, c'est l'élément formel, et seulement formel, qui intervient dans la logique comptable, qui associe les individus dans la société économique. Le terme de symbole et de symbolisme est encore bel et bien présent dans notre contexte, mais vous voyez bien, là aussi, il est soumis à une déflation sémantique, et il ne finit plus que
désigner, plus que désigner, le symbolisme mathématique intervenant dans les stratégies de numérisation. Cette désymbolisation dont on parle aujourd'hui, elle est souvent appelée pour caractériser le monde devenu liquide, comme disait le sociologue Bauman, le monde liquide, c'est-à-dire ce monde soumis au flux de communication et aux exigences dictées par la numérisation de toute chose. Alors, à partir de quoi formule-t-on, après Tocqueville, ce diagnostic de désymbolisation? Et qui se livre aujourd'hui à la description de cette désymbolisation? Bon, je vais dire là des choses peut-être un petit peu évidentes, mais par souci essentiellement de classer les éléments du diagnostic général que je formule sur notre époque. Je vais évoquer les philosophes, les sociologues, les psychanalystes, les anthropologues, pour vous donner quelques jalons de ce diagnostic de désymbolisation. Bon, il y a déjà quand même longtemps qu'on avait invoqué Max Weber et la description du désenchantement du monde pour au moins qualifier la perte du sens de la transcendance et le déploiement de quelque chose comme une horizontalité ou une unidimensionnalité. On ne dit plus beaucoup Marcuse. Francis évoquait ce matin un petit peu l'école de Francfort dans une réponse qu'il faisait. Mais l'homme unidimensionnel a été un titre et un ouvrage qui décrivait bien ce désenchantement, qui est en même temps une atomisation, une déliaison. Donc c'est un thème connu. Quand Marcel Gauchet a repris le concept de désenchantement, il avait évidemment tout cela à l'esprit. Ce qu'il a ajouté, et qui est sûrement très, très intéressant, c'est que ce désenchantement souligne aussi la perte du sens de l'altérité. Perte du sens de l'altérité, cette altérité qu'assuraient jadis les religions traditionnelles, et cette altérité que l'avènement de cet individualisme consumériste et angoissé jadis décrit par Tocqueville, eh bien, vient souligner cette perte du sens de l'autre. Parmi les philosophes, celui aussi qui a beaucoup donné dans la description de ce désenchantement, c'est évidemment Heidegger, et dans Être et temps, tout ce qui concerne le règne du on. Je n'entre pas dans le détail, mais dans cette espèce d'avènement d'un anonymat et d'une espèce de destin de remplaçabilité généralisée des individus. Bon, chez Heidegger, c'est évidemment beaucoup plus technique. L'être est entré dans son oubli le plus extrême et les étangs sont livrés à l'instrumentalisation du monde technoscientifique, ce qui explique que le monde de la technique soit, au fond, le devenir même de cette métaphysique oublieuse de l'être, et qui a contribué à discrétiser le monde et à atomiser ses membres. On dira plus tard qu'il n'y a plus de signifié transcendantal, que nous sommes entrés dans l'ère de la déconstruction, etc. Tous ces thèmes vous sont connus, ils ont été glosés par Derrida et par toute la philosophie française des années 1970. Donc là, je ne dis rien que de très connu, mais cette désymbolisation, pensée en termes de désenchantement, en termes de perte du sens de l'altérité, bon, elle fait la toile de fond de la pensée contemporaine, et elle explique peut-être la perméabilité ou la porosité des thèmes que les technologies nous imposent de plus en plus. Je vais parler évidemment de transhumanisme, mais quand on parle de transhumanisme, on ne peut pas non plus oublier la déflation sémantique qui a affecté le concept même d'humanisme, pour pouvoir expliquer
qu'on puisse parler de post-humanisme ou de transhumanisme. Donc, les trois penseurs du soupçon qu'avait identifié Foucault, Marx, Nietzsche et Freud, ont beaucoup fait pour dégonfler, nous inviter à dégonfler le concept d'humanisme, à le traduire en termes d'illusion, en termes d'imposture, en termes d'idéologie. Toujours est-il que quand Heidegger prononce écrit j'ai oublié, peu importe, mais sa fameuse lettre sur l'humanisme à notre collègue ancêtre, Francis, aide-moi. Beaufret, merci à Beaufret. Lorsqu'il écrit sa lettre à Beaufret pour expliquer que l'humanisme est une imposture, il le fait dans des termes qui sont très très parlants aujourd'hui. Ce qu'il reproche à l'humanisme, c'est une définition de l'humain qui fait appel au biologique. Définir l'humain comme un zoon politikon, le définir comme un animal rationnel, c'est à chaque fois finalement biologiser l'humain. Et l'humanisme que brocarde Heidegger, c'est donc déjà une opération qui a contribué à biologiser l'humain, c'est-à-dire à le subordonner à des déterminismes radicaux. Et biologiser l'humain, c'est déjà le désymboliser, puisque c'est le réduire à ses métabolismes, et c'est autoriser par conséquent son instrumentalisation. S'il est désymbolisé, il est instrumentable. Et c'est tout ce thème-là que reprendra en 1999 Sloterdijk dans sa fameuse conférence qui est aussi un commentaire de Heidegger, Règles pour le parc humain. Je reste encore juste un petit moment sur Heidegger. Parce que vous savez peut-être que l'un des tout derniers textes qu'on ait de Heidegger, c'est une conférence qu'il a donnée dans une école technique, donc devant un public d'élèves ingénieurs. Et c'est une conférence intitulée « Langage de tradition et langue technique ». Et c'est un texte formidable dans lequel Heidegger explique que le monde de la technique consacre la défaite du langage de tradition au profit de la langue technique, donc d'une langue formalisée, d'une langue mathématique. Et en gros, ce qu'il explique, c'est qu'au fond, le signal a pris le pas sur le signe. Le signal et son traitement par la cybernétique remplacent le signe et le dialogue dont nous parlions ce matin, c'est-à-dire le dialogue évidemment interpersonnel, mais aussi le dialogue intérieur. Ce dialogue avec soi, dont Hannah Arendt disait c'est comme ça qu'on définit la pensée. Qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est le dialogue intérieur de soi avec soi. Et Heidegger, de manière assez magnifique, devant ce public d'élèves ingénieurs, leur explique qu'ils sont en train de contribuer à un monde qui fait disparaître le signe au profit du signal. Et ça n'est pas rien. Le signe appelle le signe. Je suis en train d'émettre un message fait de signes, et vous allez me répondre tout à l'heure par des signes. Si je m'exprimais en termes de signaux, je serais dans une logique d'injonction. Le signal appelle le comportement, appelle la réaction comportementale. Le signe appelle le dialogue. Et Heidegger expliquait tout simplement que le monde de la technique allait de plus en plus faire prévaloir le signal et les relations injonctives contre les langues de tradition qui autorisaient la méditation et le dialogue. Donc vous voyez, très vite, trop vite évidemment, les philosophes souscrivent à ce diagnostic de la désymbolisation caractéristique de notre temps, et j'aurais pu montrer plus abondamment comment ce qu'on appelle aujourd'hui les NBIC sont pour les philosophes, chacune d'entre elles, chacune de ces 4
disciplines, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences cognitives et neurosciences, chacune de ces disciplines est l'illustration de la prise de pouvoir des signaux sur les signes et de cette désymbolisation qu'on peut évidemment interpréter en termes aussi de déshumanisation. Les psychanalystes maintenant. Les psychanalystes sont intéressants. Ils en rajoutent évidemment à leur manière, mais je trouve que le commentaire de la désymbolisation est chez eux très convaincant. Bon, ça n'est pas nouveau non plus. Qu'est-ce que c'est que la désymbolisation? C'est la mort du père. Bon, et ça date des années 60. Gérard Mendel avait déjà écrit un grand livre sur la mort du père. C'est la mort du père en tant que le père est garant de la loi et qu'il est la source de la construction de soi. C'est toute la logique par laquelle Freud explique comment le passage par l'Oedipe est la condition même de la construction de soi. Aujourd'hui, quand je travaille avec des psychanalystes sur le terrain des technologies, ils me disent tous, au fond, que pour eux, le monde des technologies, c'est le déni de la castration. La technologie, c'est le déni de la castration, puisqu'elle invite à transgresser les frontières du naturel et de l'artificiel, frontières du vivant et de l'inerte, etc. Donc, l'opération des technologies, c'est ce refus de la castration qui est néanmoins, pour les psychanalystes, nécessaire à l'assomption de la loi, à l'accès à la loi, et par conséquent à la structuration de soi. Tout concourt pour les psychanalystes à exposer le sujet aujourd'hui à la psychotisation, en le rendant incapable de quitter l'imaginaire pour entrer dans le symbolique et pour affronter le réel. C'est un peu comme ça que s'expliquent les psychanalystes. L'imaginaire, c'est le monde du face-à-face. Dans l'imaginaire, c'est la relation duale de l'enfant à sa mère. Et quand ça se prolonge, c'est cette espèce d'enfermement en soi. Et l'imaginaire aujourd'hui explique assez bien l'addiction au numérique. C'est un peu dans ces termes-là qu'on aborde aujourd'hui l'addiction aux jeux vidéo chez les adolescents. Et il s'agit bien là d'une dénégation de la castration, parce que, au fond, échapper à cet imaginaire atomisant, ce serait être capable d'ajourner la satisfaction, ce serait être capable de rompre avec l'immédiateté des pulsions, ça serait être capable d'entrer dans le détour caractéristique du symbolique. Donc on voit qu'à chaque fois, nier la castration pour un psychanalyste, c'est être incapable d'ajourner cette satisfaction des instincts et être incapable de consentir au détour qu'exige le symbolique. Donc voilà, je dis là aussi une banalité. Le monde des technologies nous enferme dans le binaire et nous interdit d'entrer dans le ternaire en valorisant tout ce qui va dans le sens de l'immédiateté. Et donc en excluant systématiquement le tiers qui fait médiation et qui fait ajournement de la satisfaction. Je crois que les psychanalystes approchent la crise anthropologique contemporaine de l'hégémonie des technologies comme... Excusez-moi, on m'habille. Merci. Donc les psychanalystes approchent volontiers cette crise anthropologique contemporaine comme le reflet d'une espèce de désubjectivation, puisque cette situation qui fait prévaloir l'imaginaire barre en quelque sorte le sujet,
Le sujet a besoin de cette altérité pour s'éprouver comme sujet. S'il est finalement mis à distance de cette altérité et enfermé dans son imaginaire, eh bien, il est dans une manière de désubjectivation. Et c'est comme ça que bon nombre de psychanalystes expliquent que la pathologie dominante dans nos sociétés ne soit plus la névrose ou l'hystérie, mais la dépression. La dépression. La plupart des psychanalystes vous disent qu'ils n'ont plus d'hystérique ou de névrosés à la manière ancienne, parce qu'ils n'ont plus de gens qui soient encore dans le conflit. Ce qui caractérisait le névrosé, c'est qu'il était dans le conflit. Conflit avec papa, avec maman, enfin, etc. On était dans le vindicatif. On était dans le tiers, dans le ternaire. Aujourd'hui, les psychanalystes vous expliquent qu'ils ont des gens qui viennent sur leur divan en disant j'en peux plus, je craque, ma vie est un boulet, etc. Qui n'ont plus cette dimension de combativité que permettait le conflit. Ils le disent aussi autrement. Au fond, les individus contemporains ont perdu cette espèce d'idéal du moi qui était associé avec la conquête de l'Oedipe. Je laisse les psychanalystes de côté. Quelques mots sur les anthropologues qui perçoivent également le phénomène de désymbolisation comme affectant le lien social, comme abolissant la ritualité, la disparition des rituels, la disparition des repères sociaux qui bouleversent les structures, qui organisaient les échanges. Bon, il suffirait de prendre un exemple. Les structures de la parentalité sont aujourd'hui sujet à questionnement, parce que donc, nos technologies, les biotechnologies notamment, et les institutions politiques qui veulent avaliser l'impact de ces biotechnologies, eh bien, portent atteinte ou conduisent à bouleverser les repères de la parentalité. Et de ce point de vue-là, les anthropologues s'accordent tout à fait avec les philosophes ou avec les psychanalystes pour déchiffrer une mise en crise des idéaux qui nourrissaient jadis les grands récits. Donc, ce qui m'intéresse quand même chez les anthropologues d'aujourd'hui, c'est qu'ils pointent bien, eux aussi, la régression à laquelle on assiste aujourd'hui du fait de la disqualification du langage. Je trouve très important qu'on lise aujourd'hui des gens comme Leroi-Gourhan, qui enseignaient que l'humain s'est construit grâce à la coévolution du geste et de la parole. L'outil, prolongement du corps, peut-être, autorisé par le fait que nous disposons de nos mains en tant que bipèdes et que nous avons dégagé nos organes phonatoires du fait de la station verticale, l'outil est évidemment la condition de l'hominisation. Et ce que montrent très bien les paléoanthropologues, c'est que l'outil s'est évidemment accommodé et a coévolué avec le langage. Donc là aussi, relisez peut-être Platon, le mythe du Protagoras, et rappelez-vous que Prométhée seul n'aurait pas permis à l'espèce humaine d'être sauvegardée, comme le dit très, très bien Platon. Si la société humaine n'avait été construite que sur la base de la technique permise par le feu et la connaissance des arts et des techniques, cette société humaine n'aurait pas survécu. Platon le dit en toutes lettres. Ça aurait créé une société de rivalité concurrentielle, etc. C'est la raison pour laquelle Zeus a fait appel à Hermès, le dieu de l'art politique, pour pouvoir permettre de temporiser l'investissement des humains dans les techniques. Il fallait les deux. Et on peut écrire toute l'histoire de la culture occidentale comme cet effet de la coévolution du langage et des outils.
Moi, quand je lis Diderot, l'encyclopédie, j'entends Diderot dire à ses contemporains « Attention, vous avez donné tous les points aux arts libéraux, aux arts du langage, vous avez complètement déserté les arts manuels que vous méprisez, on va dans le mur. Donc, il faut rectifier le tir. » Et nos sociétés en sont encore là, sauf que il est possible que les technologies d'aujourd'hui aient pris le pas sur le langage, sur la parole, et que de ce point de vue-là, ils nous préparent un nouveau déséquilibre, un déséquilibre contraire peut-être à celui que le siècle des Lumières avalisait. Pour le dire très clairement, je suis, pour ma part, très très inquiet de voir que bon nombre de technologues émergents aux objectifs du transhumanisme disent tout simplement que tous les maux de l'humanité tiennent au fait que les hommes parlent. Que les hommes parlent. Le cybernéticien Kevin Warwick, au Royaume-Uni, tient ce discours-là. Il dit il faut développer des interfaces cerveau-machine, en attendant de pouvoir développer des interfaces cerveau-cerveau, pour pouvoir réaliser une télépathie généralisée qui interdira le mensonge, facteur, paraît-il, des maux de l'humanité, et qui interdira tout simplement cet échange de paroles, qui est un facteur justement d'ajournement, de détour, de symbolisation que j'évoquais tout à l'heure. La télépathie, qui est une autre manière de dire qu'on veut la transparence universelle, cette télépathie est à mon sens l'acmé même de cette désymbolisation que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, qu'est-ce que ce serait que la fin du symbolique ? Bien, ce serait la ruine des trois composantes de la fonction qui constitue, à mon sens, le privilège de l'humain. Au fond, nous, humains, nous disposons de trois fonctions, enfin de trois éléments fonctionnels qu'on peut réunir comme fonction symbolique. D'abord, nous avons le langage, et un langage, encore une fois, fait de signes, et non pas de système de signaux des abeilles ou des insectes sociaux. Nous avons un langage qui nous donne une vertu extraordinaire, c'est que nous pouvons mentir. Et mentir, c'est extraordinaire, mentir. Pouvoir dire ce qui n'est pas. Si je suis capable de dire ce qui n'est pas, je suis aussi capable de dire ce qui a été, ce qui sera, ce qui pourrait être. L'ensemble de ma disposition aux valeurs tient au fait que je suis capable de mentir. Un très bel auteur, George Steiner, avait écrit ça dans un beau livre, Après Babel, sous-titré La poétique de la traduction, où il disait, voilà, le jour où le premier homme des cavernes a pu mentir, eh bien, il a créé vraiment l'humanité. L'humanité tient à cela. Donc nous avons ce langage qui nous dispose à rompre avec l'immédiateté. Parce que dire ce qui a été, dire ce qui sera, dire ce qui pourrait être, c'est à chaque fois rompre avec cette immédiateté à laquelle les animaux sont collés. Donc très important. Deuxième chose, nous disposons en tant qu'humains d'une intelligence dont on ne parle jamais. Et pourtant, c'est l'intelligence qui nous est sans doute la plus précieuse. Nous sommes capables, grâce à l'intelligence, de résister aux instincts. C'est tout bête. Éduquer un enfant, c'est précisément l'éduquer à ajourner le moment de la satisfaction de ses impulsions. Et l'intelligence, c'est cette aptitude à résister aux automatismes de l'instinct. Vous vous rendez compte, si on nous disait ça un peu plus souvent, ça nous ferait quand même du bien à l'ère de l'intelligence artificielle régnante. Nous avons, en tant qu'être intelligent, la faculté de refuser les automatismes. Et puis nous disposons, en troisième temps, si vous voulez,
au sein de cette fonction que je qualifie de symbolique, de l'activité ludique. Nous sommes capables de faire des choses qui ne servent à rien. Nous sommes capables de poésie. Et ça, c'est aussi inestimable. Ben, regardez la culture que nous développons. Une culture qui porte atteinte au langage. Alexei l'a aussi rappelé tout à l'heure. Google nous mâche les mots et voulait imposer aux Anglais qu'ils suppriment l'apostrophe de leur langue il n'y a pas très longtemps. Google nous interdit de plus en plus les adjectifs, les adverbes et les articles. Et bon, nous nous laissons faire. Donc, la sauvegarde du langage, chose sans doute la plus urgente aujourd'hui. Les automatismes. Nos technologies ne cessent de multiplier les automatismes et de nous subordonner à ces automatismes. Donc là aussi, nous sommes menacés. Et puis, troisième temps, nous sommes de plus en plus des consommateurs et des supports de data, comme on dit, et l'activité ludique et l'activité désintéressée nous est de plus en plus interdite. Donc, cette fonction symbolique qui nous est si précieuse, qui est sans doute notre privilège, ce qui nous distingue des animaux et des machines, est menacée par la culture numérique que nous développons. Le transhumanisme, je ne vais pas en parler parce qu'il est trop tard maintenant, mais au fond, c'est le nom de cette désymbolisation généralisée. Ces objectifs sont clairement dirigés contre l'humain. N'importe quel transhumaniste ne répugne pas à le dire. Il s'agit d'en finir avec l'humain en tant qu'être inachevé, inabouti. Il s'agit de délivrer en quelque sorte l'humanité de sa vulnérabilité native et de le faire au prix même peut-être de supprimer la liberté en l'humain. C'était la citation de Feynman tout à l'heure. On préfère largement la sécurité à la vie privée. Et nous sommes des êtres libres parce que nous sommes des êtres inachevés, inaboutis. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres d'histoire, que nous sommes capables de réaliser une histoire parce que nous sommes inachevés, inaboutis. Alors qu'est-ce que c'est que une technologie, une idéologie technologiste, je ne sais pas comment dire, qui met à son programme la suppression de la néothénie ou de l'inachèvement des humains. Sinon, une entreprise clairement liberticide. J'ai évoqué les NBIC tout à l'heure, mais le manifeste NBIC, donc ce rapport qui a été remis au gouvernement américain en 2003, le dit très très clairement dès cette première page. Vous savez, c'est ce rapport intitulé « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». C'est ça le titre complet. Ce manifeste, il est clairement réfractaire au corps, au désir, au sexe, à la mort. Ce sont tous ces éléments-là qui sont visés. Le corps, on en viendra à bout grâce à la dématérialisation. Le désir ou le sexe, la mort, on en viendra à bout grâce ou à cause des biotechnologies de tous ordres. Donc tout ce qui définit l'humain est précisément ce avec quoi il faut en finir. La mutation anthropologique qu'appelle le manifeste NBIC, il est clairement favorable à l'élimination de l'humain. Donc ne nous y trompons pas, dans les versions les plus radicales, le transhumanisme est une opération visant à faire advenir un post-humain, la singularité, si vous voulez. Alors cette disqualification de l'humain m'est apparue très tôt pour ce qui me concerne comme un symptôme dépressif. C'est l'argument que je développais notamment dans mon premier livre « Demain, les post-humains ». J'y voyais une espèce de désamour pour l'humanité qui se solde par une apologie des technologies. Essayant d'expliquer cette espèce d'engouement pour les technologies aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher de penser cet engouement comme le revers
hein, d'une mésestime de soi, hein, en adoptant une espèce de logique qui voulait qu'autrefois on décrive un misanthrope comme celui qui pouvait dire « plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien », ben là c'est « plus je connais les hommes et plus j'aime mes machines ». Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette logique dépressive. J'irai plus loin sans pouvoir développer ici, hein, mais Laura le sait parce qu'on en avait parlé. Le transhumanisme m'est apparu aussi peut-être comme une espèce de réactivation d'une conception gnostique du monde. Hein. Bon, j'avais été attiré sur cette piste par certains propos de quelques transhumanistes un petit peu instruits, hein, qui n'hésitaient pas à citer des traditions gnostiques, hein, donc cette hérésie des 2 premiers siècles de la chrétienté qui réunissait les gens, qui partageaient un certain nombre de valeurs ou d'antivaleurs, hein, consistant à déclarer qu'ils détestaient la création. La création est ratée, et la création est la cause de tous nos maux, qui se reconnaissait aussi dans une haine du cœur, qui est précisément le symbole même de la limite, hein, dans laquelle nous nous trouvons, haine du corps, haine du désir, haine de la mort, hein, tout cela étant la responsabilité de ceux qu'on appelait chez les gnostiques le démiurge, c'est-à-dire le Dieu de Jéhovah, hein, qui a raté son travail. Hein, la création est ratée, il faut donc la refaire. Hein. Et comment la refaire? Ben d'abord en supprimant la finitude humaine. Hein, et comment vous expliquer autrement que Google ait créé Calico, hein, cette fameuse société qui se donne comme objectif de tuer la mort, hein, donc tuer la finitude. Hein. Bon, ce message gnostique qu'on trouve issu de Simon le magicien ou de Valentin, etc., bon, j'ai découvert, mais certains d'entre vous le savent forcément beaucoup mieux que moi, que ce message gnostique a été repris de manière récurrente dans toute la tradition occidentale depuis les premiers siècles de la chrétienté. Bon, j'ai découvert qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, des gens comme René Guénon, ou un peu plus tard, des gens comme le Pauwels, Bergier, auteur de ce fameux livre best-seller Le Matin des magiciens, de la revue Planète. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez peut-être de cette revue Planète, hein, qui essayait de penser la technologie par référence à des spiritualités. Bon, tout cela, ou le grand livre de Raymond Ruyère, La gnose de Princeton, hein, 1970, hein, qui a eu un succès absolument considérable. Bon, tous ces éléments-là réunissent en quelque sorte les ingrédients d'une conception défavorable à l'humanité, à la cause de l'humanité, et éminemment favorable, en revanche, à tout ce qui pourrait permettre de refaire la création. Et les technologies aujourd'hui, elles sont sous-tendues par un imaginaire qui est porté par ces valeurs-là. Et je crois qu'il est bon, quand on fait de la philosophie, eh bien, d'être extrêmement lucide par rapport à cette toile de fond et éventuellement d'instruire des argumentations qui peuvent se réclamer, hein, de ces grands modèles culturels. Voilà, je vous remercie.